se retrouve pour le second épisode du podcast des jeunes écologistes. Aujourd'hui, nous accueillons Céline Marty, chercheuse en philosophie, en particulier sur les questions du travail et d'écologie. Elle a notamment fait paraître Découvrir Gorse aux éditions sociales et l'écologie libertaire de Gorse au PUF. Avec elle, justement, nous explorerons la pensée du philosophe, pionnier d'une écologie politique sociale. Je change un peu de sujet. Beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices sont étudiants et étudiantes. Et ce qui peut surprendre à la découverte de la pensée d'André Gorce, c'est son rapport à l'université, à l'école aussi, mais à l'université, il en parle beaucoup, notamment à l'aune de mai 68. Il propose assez simplement de la détruire, et il a un rapport très critique à cette institution de contrôle social et de reproduction sociale, quand même actuellement dans les luttes contemporaines, sa fonction n'est pas forcément remise en cause par les syndicats étudiants, et la réflexion autour de la fonction de l'université n'est plus forcément aussi féconde. On se fonde plutôt sur la question de son accès, de l'égalité d'accès et à la non-sélection, mais pas de la fonction de l'université en tant que telle. Donc quels éléments il peut nous apporter ? Gorce, c'est un autodidacte. Quand il était en Suisse, il découvre la philosophie, il découvre l'existentialisme, il s'inscrit un semestre à la fac de philo, et en fait, ça le barbe, et il continue d'apprendre ailleurs. Et ça, je pense que c'est ça aussi qui marque cet ancrage-là, avec l'impression qu'on peut apprendre ailleurs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dépend des institutions qui reconnaissent notre formation ou non, qui nous donnent un diplôme, qui nous donnent le droit d'exercer telle ou telle fonction de production sur un marché de l'emploi, etc. Et donc, en effet, Gorce, c'est pas cet universitaire qui va diffuser ses cours au grand public, comme par exemple le faisait Henri Lefebvre. Sartre a une formation d'enseignant aussi en philosophie. Et donc, je pense que et ça va de pair avec sa critique des institutions. Ça va de pair avec toute la critique développée avec Illich sur la critique de l'école, etc. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, l'université est défendue comme un service public accessible aux classes populaires, ce qui n'était pas le cas en 70. C'est aussi, quand Gorce dit détruire l'université, c'est détruire l'université bourgeoise qui donne les droits ensuite aux bourgeois de dominer les autres au travail, quoi. Et qui leur donne une légitimité, qui leur donne le tampon en disant vous êtes les experts, vous avez le monopole de la science, et c'est tout cela qu'ils contestent en disant mais en fait il faut contester ce monopole du savoir, ce monopole de la science et de la technique, reconnaître qu'il y a des savoir-faire et des connaissances et des compétences en dehors de ce qui est reconnu par les institutions. Et c'est un peu l'enjeu aujourd'hui aussi dans les institutions scolaires et pas que l'université. Moi, ce que je vois aussi en ayant aussi étudié, enseigné à l'université, c'est que l'université participe de plus en plus à un marché de l'enseignement supérieur dans lequel il y a de plus en plus d'offres privées. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé très rapidement en quelques années. Quand moi, j'étais lycéenne, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas autant d'offres d'écoles privées qu'il n'y en a aujourd'hui. Et donc, on voit que ça marchandise de toutes parts. Et l'université, c'est le Titanic public dont on sape un peu tous les coins, tous les côtés, mais qui peut aussi dégoûter d'apprendre, quoi. Je pense qu'on a besoin aussi de recul sur la façon dont on enseigne nos disciplines, la façon dont on les fait valider par des UE, etc. Parce que on n'a pas toujours des étudiants qui sont ravis d'être là, ne serait-ce que parce que ils n'ont pas forcément choisi leur orientation du fait de Parcoursup, etc. Et donc c'est compliqué. Je dirais que je pense que personne ne peut juste défendre l'université in extenso comme si l'état de fait était satisfaisant aussi. On voit bien qu'on a aussi des étudiants en souffrance qui n'ont pas envie d'être là, etc. Et ça, c'est pas facile de les accompagner, surtout qu'on est expert de notre discipline. Et donc, c'est pas facile de leur dire, va plutôt étudier, l'histoire, va faire telle autre formation, ça te plaira plus, etc. On est aussi dans un monde où on a valorisé exclusivement les parcours intellectuels, les parcours de formation, avec des cours où on écoute des profs parler et pas des expériences pratiques et pas des apprentissages manuels, etc. Et chez les plus aisés, on refait un CAP cuisine après avoir fait son master de grande école et c'est très chouette, on a ce plaisir de l'apprentissage pratique. Mais en fait, pour plein de gens, sinon on est perdu et on subit un petit peu nos études en se demandant un peu ce qu'on fait là, mais en même temps on est censé être là parce qu'il faut avoir un boulot derrière. Et puis en plus maintenant on continue jusqu'au master, etc. Et donc
bon, je sais pas, l'état de l'université est assez, est pas satisfaisant aujourd'hui et est vraiment en dégradation quand on regarde les effectifs d'enseignants par rapport aux effectifs d'étudiants sur ces dernières décennies. L'université a de moins en moins de moyens, donc bien sûr qu'il faut la défendre comme un service public et en même temps, les étudiants sont en situation de précarité aussi bien économique qu'alimentaire. Les profs sont en burn-out. Enfin, franchement, c'est assez désespérant. Et donc, je pense que il faut se rappeler on est capable d'apprendre en dehors des institutions et que parfois, on va continuer à lire, à se former, à écouter des podcasts, etc. en dehors des cadres institutionnels et on apprendra peut-être beaucoup plus que ce qu'on apprenait en cours aussi. Quand ce qui m'intéresse dans les critiques aussi adressées aux grandes écoles, etc. Parfois, on entend Sciences Po, Polytechnique nous forment pas assez aux enjeux écologiques. Oui, because c'est des institutions bourgeoises. Il y a un moment, faut comprendre aussi leur rôle dans l'ordre social et qu'en fait, ce ne sont pas des institutions révolutionnaires. Donc, alors après, on peut tout à fait les faire en ayant d'autres intentions, etc. Mais il faut se rappeler que ce sont des institutions qui ont énormément de partenariats avec des acteurs économiques dominants qui n'ont aucun intérêt à la transition, à la révolution écologique, quoi. Et donc, en fait, quand on critique ces grandes écoles-là, au moment des cérémonies de diplôme ou autres, il faut se rappeler, en fait, pourquoi elles sont là dans l'ordre social, quoi. Et donc, l'enjeu, c'est aussi de se dire, comment on peut exprimer et diffuser une pensée critique de l'ordre social en dehors des institutions de l'ordre social. C'est un grand problème philosophique, et potentiellement sociologique aussi. Parce que si on est dans les marges, on parle qu'aux marges. Si on est trop à l'intérieur, on se fait embourgeoiser, centriser, et à la fin, tout le monde tombe dans le en même temps. Comment on fait avec les institutions en place pour diffuser un message qui remet en cause ce qui est en place ? Et un petit peu dans la catégorie de la marge, ce dont je vais parler, mais il y a le collectif Reprise des Savoirs, je trouve, qui cherche à faire cette articulation entre travail intellectuel et travail manuel, et ça nous permet d'aller aussi sur le rapport au travail que va avoir Gors. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'articulation entre travail manuel, travail intellectuel, et comment est-ce qu'il peut développer peut-être pas un idéal, mais une autre approche et une autre vision du travail, du rapport à la production dans son œuvre. Oui, déjà quand même, disons que le livre par exemple de l'atelier paysan, moi je pense que c'est écrit par des gens qui ont une formation universitaire, il y a des notes de bas de page partout, c'est hyper technique. Donc ça montre aussi que je pense que les gens qui ont un bagage intellectuel, etc., vont vers ces enjeux-là et ensuite verbalisent et ensuite écrivent. Et donc ont peut-être un peu ce monopole de l'expression dans certains milieux, alors que d'autres publics qui n'ont pas le même capital intellectuel, de diplôme institutionnel, etc., n'écrivent peut-être pas autant ou pas de la même façon ou n'ont pas la même réception de leur texte. Et ça, je pense que ça peut être aussi un enjeu dans la prise de parole, en fait, et le pouvoir de l'expression. Et ensuite, chez Gors, oui, donc sa critique de la division entre travail intellectuel et manuel, elle va de pair avec la critique de l'organisation du travail, de la spécialisation, aussi de l'idée que chacun se forme, se spécialise à une tâche et ensuite va passer 40 ans à faire la même tâche, 10 heures par jour, et que on est bon qu'à faire ça. Et Gors, avec son idéal d'autogestion des besoins, c'est aussi, il valorise aussi la polyvalence, il valorise la créativité de passer d'une tâche à l'autre, la joie que nous procure le fait de changer de tâche aussi. Et donc, on est beaucoup plus dans un modèle, par exemple, qu'illustre Adrien Klent dans ses 2 romans, Paresse pour tous et La vie est à nous, comment on met en place une société où on travaille que 15 heures par semaine. On a un certain emploi 3 jours par semaine, 4 jours, 3 jours, et un autre jour par semaine, on va aider le paysan de la map du coin, on va faire d'autres tâches, on va déspécialiser les tâches. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant aussi à avoir en tête, alors que on parle en termes de métiers, de créer des emplois dans tel ou tel secteur, etc. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment faire pour prendre en charge ces tâches de façon non professionnelle.
Et dans le fond, j'ai l'impression que cette réflexion, elle est un peu initiée de fait avec certaines contraintes autour des aidants, parce qu'on se rend bien compte que la solution, c'est pas de mettre tout le monde dans des instituts spécialisés, dans les EHPAD, etc., mais que c'est parfois plus pertinent que ce soit les proches qui prennent soin de leurs proches. Et donc, on met en place des aménagements du temps de travail, d'autres droits, etc. Et en fait, si on peut le faire pour certaines tâches de soins, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour d'autres ? Et je pense que ça satisferait beaucoup plus les travailleurs de multiples secteurs et qu'en plus, ça répondrait à tous les enjeux, par exemple, sur l'agriculture. Qui veut travailler dans les champs autant d'heures par semaine, avec si peu de rémunération, etc., dans des conditions de travail difficiles. Oui, ces conditions de travail, elles sont difficiles si vous y passez justement du lundi au dimanche toute la journée. Mais en fait, on peut peut-être se répartir les tâches pénibles, les tâches fatigantes, de sorte à ce qu'elles épuisent moins nos corps, parce que on les fait pas toute la journée et toute une vie, mais qu'on les fait de façon plus ponctuelle. Ça, c'est ce que l'écoféminisme appelle l'équité de la sueur. Il y a des tâches pénibles à faire dans une société. Comment on les réduit ? Par exemple, la tâche de récolte des déchets. Si on produisait moins de déchets, on réduirait cette tâche-là. Comment on réduit ces tâches au minimum et ensuite comment on les partage de façon égalitaire entre tous, plutôt que de dire toi t'as été assigné à cette fonction sociale par ton parcours, etc. Donc tu feras ça toute ta vie et puis les autres auront le droit de faire autre chose et de consommer ton travail. Et donc, je pense que c'est aussi ça l'horizon d'une société plus désirable, de permettre cette polyactivité. Cette pluriactivité, elle est beaucoup plus enthousiasmante, beaucoup plus créative que ce que nous propose le monde du travail actuel. Voilà, ça c'est un horizon de déprofessionnaliser, déspécialiser, comprendre qu'on peut continuer d'apprendre tout au long d'une vie, qu'on existe en dehors de ce que les institutions scolaires et les institutions de l'emploi font de nous, qu'on n'a pas besoin de tout marchandiser. C'est pas parce que votre nouvelle passion c'est la fermentation que c'est mon cas de tout le monde que en fait vous voulez en faire un nouveau métier, vous voulez vous lancer en auto-entrepreneur dans l'activité. Genre c'est ok d'avoir des activités que vous appréciez sans vouloir en faire un enjeu professionnel. Donc voilà, ça je pense que c'est des lignes directrices qui sont toujours pertinentes aujourd'hui pour penser les mutations du travail, mais ce qui implique de revenir sur la protection sociale fondée sur l'emploi à temps plein, 43 annuités, parce qu'en fait, notre protection sociale n'est pas assez souple et agile face à nos besoins de créativité, de réinvention, etc. Et c'est pour ça que Gors pensait une protection sociale inconditionnelle sous la forme d'un revenu universel. Avant de mettre un terme à notre échange, il y a la question du comment qui revient souvent dans ce qu'il a pu écrire. Et c'est intéressant parce que les considérations stratégiques, elles ne sont pas toujours abordées dans les textes d'écologie politique. Là, c'est vraiment très complet sa pensée. Et justement, il revient sur le lien avec le monde syndical, le positionnement des partis. On enregistre le podcast dans les locaux d'un parti vert qui se positionne de manière assez éloignée des syndicats, mais on voit aussi qu'aujourd'hui à gauche il y a des nouvelles alliances qui se créent entre syndicats et partis, par exemple avec la lutte à Gennevilliers de Géodis, mais et d'autres rencontres qui se font ponctuellement. Donc voilà, comment est-ce que Gors envisage de mettre en œuvre ce qu'il porte et quelles considérations stratégiques on peut tirer de son œuvre. Oui, il y a un concept qu'il développe à propos de l'autogestion en 1964 qui s'appelle réforme révolutionnaire, qui consiste à dire la réforme révolutionnaire, c'est reprendre du pouvoir ici et maintenant, avant même d'avoir aboli le capitalisme, parce que sinon c'était le débat entre des réformes molles acceptées par le capitalisme ou une révolution qui implique de prendre le pouvoir politique et d'abolir le capitalisme, ce qui commence à faire perpète. Et donc, la réforme révolutionnaire, c'est une réforme accessible en situation maintenant, qui consiste à reprendre du pouvoir, ce qui permet de transformer les rapports de force. Et donc, l'autogestion, c'est au travail, c'est une réforme révolutionnaire, parce que vous reprenez du pouvoir sur le travail, vous changez les rapports de force avec le capital, avec l'État patronal, etc. Et ce faisant, vous créez une dynamique de pouvoir. Ce que Gors cherche à faire ensuite entre les écolos et les ouvriers, c'est de faire se rencontrer les deux en leur faisant prendre conscience qu'ils ont un ennemi commun, le capitalisme,
et qu'ils défendent les mêmes valeurs, des valeurs post-productivistes, comme ils les appellent, post-industrielles, des valeurs où ce qui compte, c'est la qualité de la vie, ce qui compte, c'est la qualité plutôt que la quantité, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il va essayer de faire parler, de réunir les deux, en essayant de convaincre les deux que la décroissance, c'est bon pour tout le monde, que produire moins, travailler moins, c'est bon pour les travailleurs, c'est peut-être pas bon pour le patronat, mais c'est bon pour les travailleurs, que de consommer moins, etc., c'est bon aussi bien pour les travailleurs que pour les citoyens en général. Après, ce qui est intéressant, c'est que Gors n'écrase pas les luttes écologistes que sur l'enjeu de la production et du travail, et il reproche au mouvement ouvrier des années 80 de pas avoir tenu compte des mouvements féministes, des mouvements écologistes, des mouvements des précaires, des mouvements des chômeurs, plein de mouvements qui disent y a d'autres enjeux que le travail. Il y a d'autres manifs et donc il faut parler de féminisme, il faut parler d'antiracisme, il faut parler d'autres choses, il faut parler du cadre de vie. Et donc je pense aujourd'hui qu'on peut se rassembler autour de luttes où on existe en dehors de notre fonction de production, en dehors de travailleurs. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant dans certaines associations de voir qu'en fait on peut passer énormément de temps avec les gens sans savoir quels sont les métiers des uns et des autres, parce qu'on se présente pas comme ça, parce qu'on a un projet commun, etc., qui dépasse notre fonction sociale de production. Et en même temps, c'est aussi important d'avoir du pouvoir sur le travail et donc de se mobiliser quand on le peut sur nos lieux de travail aussi, parce que de fait, on y passe du temps, parce que de fait, on y a du pouvoir, de fait, on a une expertise sur ces sujets-là, etc. Et c'est aussi une façon de faire avancer les luttes écologistes dans la vie au travail. Donc je pense qu'il faut mener les deux de front et chacun fait comme il le peut parce qu'on sait très bien que aujourd'hui les conditions de l'engagement syndical en France sont pas évidentes, il y a beaucoup de répression syndicale, il y a très peu de syndiqués par rapport aux pays nordiques en pourcentage, etc. Ça coûte beaucoup l'engagement syndical aujourd'hui, mais plus on sera nombreux, c'est l'argument de Thoreau aussi, plus on est nombreux dans cet engagement-là, moins la répression est facile et légitime. Et donc, mobilisons-nous sur les lieux de travail parce qu'on peut y changer des choses à cet endroit-là, ne serait-ce que parler de la cantine, etc. C'est déjà une façon d'interroger le monde dans lequel on est et l'état de fait. S'engager dans d'autres contextes que le travail, c'est important aussi. Et c'est pour ça que les articulations entre syndicats de travailleurs, mais dans d'autres contextes aussi, la Confédération paysanne, c'est un syndicat agricole, mais qui fait beaucoup de liens avec la société civile, qui fait beaucoup de sensibilisation, de plaidoyer aussi. Donc on peut dépasser les seuls enjeux de notre secteur de production. Et cette articulation, elle est importante parce que ça permet de toucher les gens de différents milieux et de différents secteurs. Et Gors, là-dessus, on pourrait dire qu'il est pluraliste. C'est chacun fait comme il peut, ce qu'il veut. Il n'y a pas un seul engagement légitime, soit dans un syndicat, soit dans votre lutte locale. L'articulation, ensemble, on est plus fort, ça c'est sûr. Surtout ensemble avec les bonnes volontés qui veulent s'engager aujourd'hui et quand même, quand on voit la façon dont les partis politiques et les syndicats de gauche, partis politiques de gauche aussi, et syndicats de gauche intègrent leurs militants, forment les gens, organisent de différentes formations, etc. Enfin, c'est une école, c'est une éducation populaire incroyable. Et donc, pour cela, il faut prendre tout ce qu'on peut apprendre, puisqu'on peut continuer d'apprendre en dehors des institutions. Toute formation, etc. est légitime pour comprendre dans quel monde on vit et comment on peut agir dessus. Et en ce sens-là, c'est des institutions qui sont précieuses, et d'autant plus précieuses quand elles embêtent l'ordre établi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, une conclusion assez libre Je pense qu'on a besoin de vraiment parler de décroissance et de moins. Moi, ce que je remarque sur le travail, c'est que les gens de droite se souviennent de mon livre pour travailler mieux, pour vivre mieux. Et donc, il y a un tabou du moins. Alors qu'on a fait et on a produit encore beaucoup plus que par rapport aux années 70. Et donc, je pense qu'il faut porter le moins. Et il faut oser rentrer dans les débats sur la décroissance, etc. Et sur le travail, franchement, on peut noyer le poisson, dire « Ah oui, on va créer des emplois verts, on va améliorer les conditions de travail et tout. » Mais in fine, en termes de volume, en termes de charge de travail, on a quand même besoin d'en faire beaucoup moins. Pour que ce soit soutenable à échelle mondiale. On a aussi besoin de réduire le temps de travail pour plein de raisons, y compris des raisons écologiques. Et donc, je pense qu'il faut affronter le moins. Arrêter de penser que le mieux va résoudre
va résoudre tout, qu'il suffit de dire ah oui, mais non, mais si on se concerte, etc., on peut continuer à travailler 5 jours par semaine. Et non, en fait, faut affronter le vertige du moins en tenant compte de l'immensité de tout ce qu'on a produit en termes aussi bien de fast fashion que de production alimentaire qu'on jette, sur laquelle il y a des spéculations boursières. Enfin, voilà. Et donc, le motto par exemple, de Dominique Méda à propos du travail, démarchandiser, dépolluer et démocratiser me semble hyper important, avoir ça en tête. On est là pour... on lutte contre la marchandisation, on veut offrir une offre publique, mais aussi une offre locale, autogérée, etc., type sécurité sociale de l'alimentation. On veut donc démocratiser de ce fait-là, parce qu'on reprend du pouvoir sur la marchandise. On veut dépolluer, parce que ce faisant, on va pouvoir faire des marchandises de meilleure qualité, etc., mais décroître. Il faut rajouter, il nous faut les 4D. Il nous faut du moins, quoi. Et après, on peut le justifier comme on veut, disant on va décroître la marchandise et la production, mais on va accroître notre temps libre et notre qualité de vie, et puis on va accroître le nombre d'oiseaux dans le ciel qui font cuicui. Arrêtons avec cette logique de croissance, ça va bien croître quelque part, et affrontons le fait que il s'agit quand même de faire décroître le monde dans lequel on est et qui, et dont cette opulence cause tous les problèmes face auxquels on est aujourd'hui. Aussi bien les problèmes environnementaux que les problèmes de concentration du pouvoir. Enfin, si c'est aussi cette croissance qui alimente Musk, Trump, etc. Hein. Si on était dans un régime de la décroissance depuis les années 70, on n'en serait peut-être pas là.